Salut tout le monde, salut c'est Amé de Otaku, bienvenue à ce live spécial qui me tenait beaucoup à cœur, le live des mangas post-apocalyptiques. Comme d'habitude, Facebook continue à charger, alors je vais refaire ma petite intro dès que Facebook va m'y autoriser, hein, on s'entend. Alors j'espère que vous me voyez, j'espère que tout fonctionne bien de votre côté. Donc bienvenue à tous. Merci d'être là pour ce live. Alors c'est un live qui me tenait beaucoup à cœur, hein, le post-apo. Ceux qui me connaissent déjà savent que j'aime beaucoup, beaucoup ça, beaucoup trop ça, je pense en fait. Euh, Est-ce que vous me voyez ou pas? S'il vous plaît, répondez-moi. Je me sens toute seule. Je me sens complètement toute seule. Allô, allô, y a-t-il quelqu'un? Bonjour, bienvenue. Oh, 4 personnes. Ouh. Oui, je me sens seule. Bon, je reprends. Donc, bonjour à tous, moi c'est Amé. Bienvenue, c'est Amé de Otaku. Et donc, aujourd'hui, on parle des mangas post-apocalyptiques. Donc, thématique qui me tenait beaucoup à cœur parce que j'adore les mangas post-apocalyptiques. Je pense que vous commencez à le savoir. Mais surtout parce que, on vient de fêter nos 1 an de pandémie. C'est pas un anniversaire qu'on avait vraiment envie de fêter. Mais. Ah, salut Marie, merci. Merci pour ta réponse. C'est pas un anniversaire, évidemment, le début de la pandémie qu'on avait envie de fêter, mais il se trouve que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Euh, donc, les mangas post-apocalyptiques, ça nous semblait une belle thématique à aborder en cet anniversaire un peu tragique. Bon, tragique, on vit encore, hein, tout est correct, mais bon. Euh, Pourquoi aussi le post-apo, c'est important? Tout simplement parce que au Japon, c'est une thématique qu'on retrouve énormément. Vous l'avez souvent vu dans les mangas, on va en parler aujourd'hui. C'est une thématique qui est très chère aux Japonais. Et pourquoi, d'après vous? Tout simplement, c'est parce que les Japonais sont conscients du côté éphémère de la vie. Et contrairement à nous, les Occidentaux, ça nous est complètement étranger comme concept. On se croit tous indestructibles à l'américaine, super-héros. On pense qu'on va vivre toujours. Les Japonais, eux, ils vivent sur une île qui est très instable, hein. Il y a beaucoup de cataclysmes depuis toujours, des tsunamis, des tremblements de terre, des glissements de terrain, des éruptions volcaniques, il y a eu des bombes atomiques évidemment. C'est un pays qui a peu de ressources naturelles, pays très très peuplé, très petit par rapport à la taille de la population, grosse densité de population, puis il y a peu de ressources. Donc c'est très difficile de nourrir la population, tout se fait par importation de l'étranger, donc ils sont très dépendants des pays autour. Donc c'est quelque chose dont ils sont conscients, le fait de ne pas être éternel et que d'un moment à l'autre, leur vie peut basculer dans le chaos. Et c'est donc pour ça qu'on retrouve beaucoup de mangas post-apocalyptiques ou apocalyptiques. Alors, la frontière entre apocalyptique et post-apocalyptique est toujours un peu mince. La frontière entre la science-fiction et le post-apo est très mince. On peut basculer de l'un à l'autre assez facilement. Pour aujourd'hui, j'ai essayé de vous trouver des livres qui sont vraiment pile dans la thématique post-apo parce qu'il y en a déjà tellement, puis tellement de excellents. Je pense que si vous me demandez à la fin du live c'est quoi ton manga préféré là-dedans, je vais probablement pas être capable de répondre parce que je les aime tous autant les uns que les autres. Euh, pour vous donner une petite idée de à quoi les Japonais s'attendent là quand ils vivent, c'est qu'au Japon, en 2009, rendez-vous compte, il y a eu pas moins de 1631 séismes. Oui, messieurs, dames, 1631 en une année. Alors évidemment, pas tous ressentis, bien évidemment, sinon ça bougerait tout le temps, mais c'est ça qui a été enregistré dans les statistiques. Vous vous souvenez probablement que vous avez entendu parler du séisme de Kobe en 1995 qui avait été extrêmement destructeur. C'est un séisme que les Japonais ont encore dans leur tête. La plupart d'entre eux vivent encore avec ça. Donc ça avait été une catastrophe vraiment à l'échelle nationale. Et puis évidemment l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima à la suite d'un séisme qui vient de fêter son 10e tragique anniversaire il y a quelques jours également. Fait que le mois de mars est particulièrement tragique, hein, quand on y pense. Alors, les Japonais sont des fervents admirateurs de l'éphémère. De la beauté de l'instant, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les formes d'art. On va pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment très souvent. Donc le post-apocalyptique, ce qu'il fait, c'est que il pose en fait une question souvent sur la pertinence de la vie en société. Alors moi, c'est ça que j'aime bien dans les mangas post-apo, c'est que c'est un beau mélange d'action, d'émotion, parce qu'il y a toujours des gens qui meurent, et de critiques de société. Fait que c'est autant des mangas qui sont faciles à lire, avec beaucoup d'action, puis des rythmes très très rapides, que des mangas qui vous font réfléchir. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant avec le post-apo. Salut Nicolas, bienvenue.
N'hésitez pas d'ailleurs à me partager, vous, s'il y a des mangas post-apocalyptiques que vous aimez particulièrement. Ceux dont je vais parler, vous les connaissez probablement pour certains, puis peut-être moins pour d'autres, parce que j'ai essayé d'aller vers du vraiment grand classique, puis aussi des trucs vraiment moins connus. Fait que la pertinence de la vie en société et la manière dont on vit en société, c'est quelque chose qui va revenir de manière constante dans le post-apo. Oui, tout va bien, on est content, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime fort, tant que tout va bien, mais à partir du moment où il y a un cataclysme et où notre vie bascule dans le chaos, bah, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va réagir? Mais c'est une question qui perturbe beaucoup les auteurs japonais, probablement les autres aussi, parce que même à moi, comment est-ce que je réagirais si tout d'un coup il y avait un cataclysme devant moi? Est-ce que je ferais partie de ceux qu'on appelle les bons ou de ceux qu'on appelle les méchants? Comment est-ce qu'on reconstruirait notre vie après? Est-ce que on repartirait on reconstruirait cette nouvelle société sur les bases anciennes, copier-coller et refaire les mêmes erreurs et en même temps les mêmes choses qui étaient bien? Ou est-ce qu'il faut tout repartir de zéro puis tout repenser sur des nouvelles fondations? Il y a d'ailleurs un manga qui parle de ça qui n'est pas post-apocalyptique, ça s'appelle Suicide Island. Genre, j'ai hésité à en parler aujourd'hui, mais on s'éloigne un peu de la thématique, fait que je ne l'ai pas sélectionné. Mais c'est vraiment une thématique où des humains qui sont jetés en dehors de la société vont reconstruire leur société bien à eux et vont se poser la question, est-ce qu'on repart sur des nouvelles bases ou est-ce qu'on part sur des bases connues? Souvent dans le post-apocalyptique, la destruction, le cataclysme va venir d'un cataclysme naturel, de quelque chose d'incontrôlable. Pas toujours, parce qu'il y a aussi l'héritage d'Hiroshima. Alors, l'explosion des bombes de Hiroshima puis Nagasaki, c'est quelque chose qui a énormément marqué le peuple japonais, on peut l'imaginer. Il y a encore beaucoup de gens qui ont vécu cette époque, qui sont encore vivants aujourd'hui pour le raconter. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les mangas. Le plus emblématique de cette métaphore-là, c'est Akira, dont je parlais tantôt. Mais il y a aussi des fois où des cas où c'est la nature qui s'occupe de tout perturber. Alors là, on pose aussi la question, est-ce que c'est vraiment la nature qui agit de son propre fait, puis c'est un hasard, ou est-ce que c'est les hommes, l'action des hommes sur la nature qui l'ont provoqué, ou est-ce qu'il y a une entité suprême, une sorte de force, un dieu, appelez-le comme vous voulez, qui veut punir les hommes. Donc on explore un peu toutes ces thématiques-là, finalement, dans le post-apocalyptique. Fait que la peur que le monde s'effondre et que leur quotidien bascule, c'est une peur qui est vraiment intrinsèque aux Japonais. Puis on va le voir, on le retrouve dans la plupart des œuvres. Alors parlons un petit peu de manga. Vous le savez probablement, l'homme qu'on considère comme le premier mangaka de l'histoire, c'est Hokusai, le peintre qui a fait la grande vague de Kanagawa qu'on connaît tous. Cette vague, je trouve, c'est une des représentations quand même assez emblématiques de l'apocalypse. On voit cette immense vague qui est complètement démesurée par rapport aux humains qui sont tout petits dans leur pauvre barque qui est en train de se faire comme balloter d'un bout à l'autre de l'océan. Et on imagine très facilement le tsunami qui va les recouvrir. On imagine la suite, les marins qui sont comme perdus et qui vont se noyer, qui appellent à l'aide, etc. Et puis éventuellement cette vague qui pourrait arriver sur les côtes puis provoquer un tsunami sur comme les terres. Donc je trouve que c'est déjà une première représentation de l'apocalypse qu'on connaît tous et qui est quand même assez emblématique et qui a voyagé dans le temps. Alors, je vais commencer pour les mangas avec bien évidemment un des grands classiques du post-apocalyptique et du manga en général, c'est Akira. Akira est à la fois un manga de science-fiction et à la fois un manga post-apocalyptique parce qu'on a une représentation métaphorique de l'apocalypse dans Akira. Alors certains vont dire que c'est la bombe d'Hiroshima qui est personnifiée dans Akira, d'autres vont parler d'expérimentation sur les êtres humains, de cataclysme également. Donc il y a beaucoup d'explications sur Akira. Mais ce à quoi on s'accorde tous à dire, c'est que Akira représente vraiment ce que les humains qui sont livrés à eux-mêmes dans une société qui s'est complètement effondrée feraient de leur vie. Donc pour tous ceux qui
n'auraient jamais lu Akira ou même écouté le film. Si vous avez si vous avez pas envie de lire le manga, ce que je peux comprendre parce qu'on peut être rebuté par les dessins qui ont vieilli, même si c'est des dessins qui restent encore assez actuels, puis surtout euh, qui ont influencé la plupart des mangakas d'aujourd'hui. Honnêtement, écoutez le film, il est très bien fait, même s'il prend des raccourcis, puis que des fois c'est un peu difficile de suivre, mais ça c'est un très bon film. Fait que dans Akira, on va suivre une gang de jeunes motards qui commettent des larcins, qui se droguent, vraiment des gens qui n'ont pas l'air très fréquentables. Puis un jour, ils vont tomber sur un enfant, en fait, qui est en plein milieu de la route, qui vont manquer d'écraser. Et quand ils vont s'arrêter pour en gros demander à l'enfant qu'est-ce que tu fais au milieu de la route, ils vont s'apercevoir que cet enfant a des traits de vieillard. Alors premier mystère. Bon, étant ce qu'ils sont, ils vont un peu passer leur chemin sans y faire plus attention que ça, mais peu de temps après, l'un d'entre eux va être capturé par l'armée afin de faire des... en fait, on ne sait pas tout de suite, mais rapidement, on va comprendre qu'il y a des expérimentations sur lui qui vont être faites. Donc, Akira est clairement une métaphore de la bombe d'Hiroshima. Donc c'est clairement on est clairement dans la thématique post-apocalyptique. Et puis ce qui est intéressant dans Akira, c'est que on n'est pas dans une société qui se pose beaucoup de questions en fait et qui se dit ok qu'est-ce qu'on a fait de notre vie jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, ils sont pas forcément tournés vers le futur, ils sont très très dans le présent, ils acceptent beaucoup, c'est très fataliste, hein, ils acceptent beaucoup leur situation du moment sans penser vraiment à comment ils pourraient améliorer le futur. On a Kaneda qui est le héros mais qui est aussi un espèce d'anti-héros finalement qui subit beaucoup les choses sans comprendre ce qui se passe, sans se poser plus de questions et qui veut juste qui cherche juste une espèce de sorte de vengeance. Donc c'est une œuvre assez complexe qui a traversé le temps et qui reste complètement indémodable. Donc c'est Akira, évidemment. Marie-Pierre, tu me demandes le nom de l'auteur de ce manga un peu effrayant, Akira. Un peu effrayant, oui, effectivement. Alors le nom de l'auteur, c'est Katsuhiro Otomo. C'est un auteur qui est absolument incontournable dans l'histoire du manga. Je pense que tous les mangaka d'aujourd'hui diraient qu'ils ont été influencés par Otomo. Et j'aimerais ça vous faire un live un jour spécial Otomo parce que Otomo a énormément influencé l'industrie du manga au grand complet. C'est vraiment énorme l'influence qu'il a. Alors on parle de fatalité. On retrouve souvent cette espèce de théorie de la fatalité et notamment chez... un de mes auteurs préférés dont je parle assez souvent qui est Urasawa. Je voulais vous présenter Billy Bat parce qu'il y a une espèce de culture de la fatalité dans Billy Bat, même si c'est pas vraiment un manga post-apo. Je l'ai pas en stock, je pourrais pas vous le montrer, mais je tenais quand même à vous montrer Asadora, sa dernière série, où il y a, qui est un petit peu prophétique et un peu apocalyptique également. Alors ça se passe sur deux timelines différents. On suit la population de Tokyo qui va être... en fait, Tokyo va être comme envahi par un espèce de monstre géant qu'on verra jamais vraiment. Et à cause de cet apocalypse, on va dire, les Jeux Olympiques de 2020 vont être annulés. On s'entend que c'est un petit peu prophétique comme série. Et en même temps, dans un même temps, on va suivre dans les années 60 une petite fille qui est issue d'une famille très pauvre et qui va être confrontée très durement à la réalité. On va se rendre compte que ces deux timelines vont avoir beaucoup d'implications l'une avec l'autre. Alors Urasawa, c'est un auteur qui est excellent pour faire des récits qui passent d'une époque à l'autre et faire des liens qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Donc il y a un côté un peu apocalyptique, un peu prophétique dans Asadora qu'on retrouve aussi dans Billy Bat avec un petit peu ce côté... c'est difficile de parler de Billy Bat sans vous spoiler, fait que je vais passer assez rapidement quand même, mais donc on va suivre en fait une chauve-souris qui traverse les âges et qui semble avoir accompagné l'humanité depuis la nuit des temps. On va se rendre compte que cette chauve-souris influencerait, disons, l'histoire de l'humanité.
Alors Nicolas, tu nous partages tes mangas préférés dans le style. Alors Akira, Evangelion, évidemment, Agartha, oui, complètement dans la thématique post-apo, Agartha. Les enfants de la baleine également, oui, c'est vrai, j'ai oublié de le sortir, mais j'aurais pu vous le montrer parce que les designs sont absolument magnifiques. Gundam, Ghost in the Shell, où on est un petit peu plus sur la sci-fi. Et Nausicaa, le film et la bande dessinée évidemment de Miyazaki sont clairement dans un monde post-apocalyptique également. J'ai jamais eu l'occasion par contre de lire Wolf's Rain, alors je serais curieuse de le lire, Nicolas. Dans Urasawa, on retrouve aussi beaucoup les kaiju. Les kaiju, vous savez, c'est ces grands monstres géants inventés au Japon, qui, notamment, le plus connu d'entre eux, c'est Godzilla. Alors, on retrouve une histoire de kaiju dans Hachum, qui est la dernière publication d'Urasawa, qui est un recueil d'histoires courtes. Le post-apo se retrouve vraiment uniquement dans cette histoire spécifique, fait que je ne parlerai pas des autres. C'est une histoire qui est complètement, complètement hallucinante, que j'ai adorée. Où on suit un touriste français, otaku, qui débarque au Japon tout content. Oh mon Dieu, je vais enfin découvrir le Japon, le pays des kaiju et de Akihabara. Et il part à la recherche des kaiju. Et on va se rendre compte, en fait, on se dit que ce gars-là vit un petit peu dans son monde, puis comment ça, il cherche des kaiju, enfin ça n'existe pas les kaiju, puis on va vite se rendre compte qu'en fait dans ce monde-là les kaiju existent pour vrai, et qu'il y en a un qui est en marche sur Tokyo, et qui s'apprête à détruire complètement Tokyo. On s'éclate vraiment sur cette petite histoire courte, j'ai vraiment adoré ça. Et les kaiju, c'est aussi une représentation métaphorique de l'apocalypse. Quand je vous disais, on ne sait jamais si c'est la nature, si c'est une force supérieure, si c'est juste un hasard, si c'est une vengeance de la nature contre les hommes qui provoque ces cataclysmes. Les kaiju sont une espèce de représentation d'une aberration de la nature qui serait apparue un peu pour punir les hommes de leur influence néfaste sur la nature. Donc ce serait un peu, les kaiju représenteraient un peu la nature qui se venge, donc c'est très très apocalyptique aussi. Marie-Pierre, tu dis les enfants de la baleine, c'est poétique. Et tu as aimé les premiers tomes du manga et l'animé. Oui, les enfants de la baleine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est un peu dans le style de Nausicaa, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, avec un style de dessin et de narration effectivement très très poétique. Beaucoup de détails dans le dessin. Ça ressemble vraiment dans le style de dessin à la BD de Nausicaa. Et en fait, on suit un groupe de gens qui vivent sur une île en forme de baleine, et cette île, elle flotte sur une mer de sable. Alors déjà, c'est très très poétique. Puis elle dérive sur cette mer de sable et elle rencontre d'autres îles de temps en temps. Et un jour, en explorant une île, ils se rendent compte qu'il y a une survivante sur cette île, alors qu'ils pensaient être les derniers survivants de l'humanité. Alors, ils vont se mettre à la recherche d'autres survivants. Fait qu'on est vraiment pile dans le post-apo. Merci de m'avoir cité les enfants de la baleine, parce que je l'avais oublié lors de ma préparation, puis on est vraiment dedans. Pour moi, l'autre manga qui est extrêmement représentatif du post-apo, c'est bien évidemment Dragonhead. Alors c'est un de mes mangas préférés, c'est absolument magique, mais là encore une fois un petit peu angoissant, hein, Marie-Pierre, comme tu le disais tantôt. Dans Dragonhead, on suit une classe qui part en voyage scolaire. Ils prennent le Shinkansen, et pendant qu'ils sont dans le train, il va y avoir un tremblement de terre. Pendant en fait qu'ils passent dans un tunnel qui est sous une montagne. Et ce tremblement de terre est tellement puissant qu'il fait dérailler tout le train. Et donc tout le monde s'évanouit un peu, puis quand ils vont se réveiller, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans le noir complet, dans ce tunnel. Notre héros se réveille. Voilà, c'est quand même assez trash. Ça, c'est comme la deuxième image du manga. Fait que lui se réveille, il se rend compte que la plupart de ses camarades de classe sont morts pendant l'accident. Et qu'il ne reste que 3 survivants. Le petit gif de kaiju, Nico, j'adore. Excellent. Donc ils sont 3 survivants. Et ils vont essayer de sortir. Et ils vont se rendre compte, en essayant de sortir, comme vous pouvez le constater juste ici, que le tunnel a été bouché aux 2 bouts par un éboulement de pierre. Donc ils sont coincés dans le tunnel. Avec les premiers tomes du manga, de mémoire, je crois que c'est les 4 premiers volumes, ou les 3 ou 4 premiers volumes au complet, se passent dans le noir complet, avec juste la lumière des lampes électriques. Alors il n'y a pas de cellulaire, hein, parce que ça a été écrit dans les années 90. Donc avec très très peu de lumière, c'est hyper angoissant, c'est
claustrophobisant à mort, même si je ne sais pas si claustrophobisant existe, je suppose que non. Ces trois survivants vont devoir s'entendre ensemble. Alors ça tombe bien. Il y a une jeune fille avec qui notre héros s'entendait super bien. Mais l'autre, Nobuo, l'autre gars qui a survécu, c'était un gars qui était un petit peu renfermé sur lui-même, un peu otaku, un peu rejeté par les autres. Et puis, il va complètement péter une coche en fait d'être enfermé. Ça va lui faire péter une bulle dans le cerveau. Il va devenir très dangereux. Allô Dominique, bienvenue. Donc ici, c'est Nobuo après son pétage de câble. Et quand parce que c'est une série qui est quand même en 10 volumes, là, donc c'est pas un spoil de vous dire qu'ils vont finir par sortir à un moment donné. Je vous dis pas qui sort et je vous dis pas dans quel état, mais à un moment donné ils vont finir par sortir, et quand ils vont sortir ils vont se rendre compte que ce cataclysme n'est pas vraiment dans une zone spécifique, mais qu'il est généralisé, et que tout le Japon est devenu un espèce de volcan géant avec de la lave en fusion. Donc ils vont essayer de survivre là-dedans, puis de retrouver d'autres survivants. Puis là, on va apprendre un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment l'ambiance qui est rendue dans Dragonhead qui, pour moi, fait que c'est un manga qui est absolument extraordinaire. Par contre, voilà, si vous êtes claustrophobe, oubliez ça. Fait que c'est Dragonhead. Et pour terminer avec les grands classiques, du post-apo, on a Eden. Alors Eden est paru aux éditions Panini, et il devait être réédité au courant du mois de février ou mars. La sortie a été un peu retardée, fait que je pourrais pas vous le montrer aujourd'hui, mais sachez qu'il s'en vient, puis c'est un des plus grands classiques du post-apo, vraiment pur post-apo. Donc on est en fait après l'éclosion d'un virus qui a contaminé la plupart des gens sur la planète. Ce virus, en fait, il calcifie la peau et il liquéfie les organes, ce qui fait que les gens qui sont infectés se transforment en espèce de statue complètement vide et donc extrêmement fragile, et meurent comme ça. Fait qu'on va suivre en fait quelques rescapés qui sont dans un camp de réfugiés et qui essayent de trouver un remède contre la maladie, et on va avoir tout le développement psychologique des personnages qui va être étudié. C'est un manga super intéressant, assez calme, assez peu d'action, mais qui est un des grands classiques du post-apo. Alors, quelques autres mangas. On en a un qui est sorti récemment, que j'ai présenté récemment en fait, et que j'ai adoré. Il s'appelle A Journey Beyond Heaven. Si vous avez l'occasion, vous irez lire l'article que j'ai écrit à propos de Journey Beyond Heaven, parce que c'est un excellent manga post-apocalyptique. Alors, avec un dessin un petit peu naïf que j'ai beaucoup aimé, on suit en fait deux mondes complètement opposés. On va commencer dans un monde qui est surnommé le paradis, où on suit des enfants qui sont enfermés dans ce paradis. Ils sont élevés là-dedans, ils grandissent là-dedans, ils vont à l'école, tous leurs amis sont dans ce paradis, et le monde est entouré par cette espèce de petite ville, mini-ville paradisiaque, est enfermée et est encerclée par de hauts murs pour que les enfants ne puissent pas sortir. Et personne ne sait ce qu'il y a derrière ces murs. On va surprendre un peu les conversations entre la directrice de l'école, les professeurs qui sont entre autres des robots, qui se disent bon, quand est-ce qu'il va être temps de leur révéler ce qu'il y a derrière les murs. Et on va suivre un jeune garçon et une jeune fille qui semblent être les deux héros de l'histoire, même si on n'en est pas tout à fait sûr au début. Et la jeune fille est un petit peu voyante, un peu prophétique, et elle va prédire à son ami qu'ils seront libérés un jour de ces murs, et que la personne qui les libérera va lui ressembler à lui comme deux gouttes d'eau. Et puis ça coupe là. Ensuite, on va nous présenter le deuxième monde. Le deuxième monde, c'est l'extérieur des murs. Donc c'est la partie qui a été touchée par l'apocalypse, qui est complètement chaotique. Et on suit un autre couple de jeunes, un garçon et une fille aussi, qui ressemblent à s'y méprendre aux deux enfants qu'on a vus dans le paradis, et qui, eux, ont survécu au cataclysme et essayent de survivre dans ce monde sans foi ni loi, où évidemment tout le monde ne pense qu'à sauver sa peau, où les brigands font légion. Et tout simplement, nos deux héros qui sont dans le monde chaotique ont entendu parler du paradis, ne savent pas vraiment ce que c'est, mais leur but est de
trouver le paradis pour y habiter parce que il semblerait qu'on puisse encore y faire pousser des légumes, alors qu'ailleurs, il n'y a plus rien qui pousse. Donc là, ils marchent, en fait, ils errent dans ce monde en ruine à la recherche du paradis. On va retourner, on va vraiment avoir une histoire qui va être en dualité entre les deux mondes et un peu une histoire, un parallélisme entre les deux couples de héros. Et bien évidemment, on va passer le premier tome en se demandant mais qu'est-ce qui va se passer quand ces deux mondes vont se rejoindre? Est-ce que ça va tout résoudre ou est-ce qu'au contraire ça va être une apocalypse encore plus grande? Donc c'est A Journey Beyond Heaven, vous avez les 2 premiers tomes qui sont sortis à date, puis vraiment c'est vraiment un chef-d'œuvre dans les nouveautés post-apo. Je reviens sur du classique. Alors en classique, j'ai Blame, qui est plus un manga de science-fiction, mais on insiste vraiment sur le fait dans ce manga que il y a eu une apocalypse à un moment donné. On pense que c'est une apocalypse qui a eu lieu il y a très très longtemps, mais on suit donc un homme qui va se promener dans une cité verticale de plus de 1000 étages à la recherche d'autres humains et à la recherche du pourquoi l'humanité est devenue ce qu'elle est devenue. Donc on est plus sur un manga de science-fiction dans le déroulement de l'histoire, mais le monde est complètement post-apocalyptique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Blame, je vous conseille d'y aller avec la grande édition, parce que on a des décors qui sont assez vertigineux avec des vues comme ceci par exemple, complètement malades. En fait, pour la petite histoire, Nihei, l'auteur, et avant d'être mangaka, il est architecte, donc il a l'habitude de dessiner des paysages vraiment grandioses, puis des bâtiments avec des vues grandioses, voilà, comme ça par exemple, complètement malade. Donc ces décors sont vraiment de la bombe. Donc attention, si vous voulez découvrir Blame, c'est un manga vraiment de pur sci-fi, comme je disais, dans un monde post-apocalyptique, mais avec très peu de texte. Alors, tout se passe vraiment très silencieusement. Notre personnage est solitaire. Il va pas rester solitaire tout le long, évidemment, mais étant un solitaire dans l'âme, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Les gens qu'il rencontre sont souvent des aliens, alors il y a peu de dialogue également. Donc, c'est un manga où il y a beaucoup de non-dits. Il faut passer beaucoup de temps à regarder les cases, admirer le dessin, puis pour essayer de comprendre ce qui se passe. Fait que c'est pas un manga qui est accessible à tout le monde, c'est pas une lecture très légère, on va dire. Il faut vraiment être concentré. Julien, tu dis Blame semble plutôt sympa, ouais, c'est un grand classique, moi j'adore. Et puis voilà, avec un dessin très spécifique, ça plaît pas à tout le monde, mais si on accroche, vous allez voir que ça fait qu'on est vraiment dedans. Alors le post-apo, c'est aussi une... j'ai parlé de la bombe d'Hiroshima. C'est aussi donc une métaphore ou un dérivé des enjeux de la guerre. Et pour ça, le meilleur manga, c'est un classique des années 60 qui s'appelle Gen Hiroshima. Alors peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est de Keiji Nakazawa. Et pour la petite histoire, alors je vais vous montrer un petit peu les dessins, vous allez voir qu'on est vraiment dans les années 60, hein, c'est très très rétro. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui a envie de lire ce type de manga, mais si vous aimez un peu découvrir l'histoire du manga, c'est un manga qui a très fortement influencé à la fois les lecteurs et à la fois l'industrie. Alors la petite histoire à propos de Gen Hiroshima, c'est que Keiji Nakazawa avait, je pense, une dizaine d'années quand la bombe à Hiroshima a explosé, et il habitait dans la périphérie d'Hiroshima. Donc sa famille n'est pas morte pendant l'explosion, mais par contre toute la ville a été détruite, ils ont dû fuir puisqu'évidemment il y avait des radiations partout. Alors, ils ont pris leurs bagages et ils se sont installés ailleurs. Et les gens qui ont fui Hiroshima se sont rendus compte que en fait, les autres Japonais pensaient que ces gens-là colportaient des maladies. Alors partout où ils allaient, les gens d'Hiroshima, les rescapés, partout où ils allaient, ils étaient un peu stigmatisés. Ils étaient rejetés par le reste de la population. Et donc Nakazawa a vécu pendant toute son enfance et son adolescence le rejet. Il était très seul. Nico, tu as vu le film? Oui, effectivement, le film est assez choquant aussi. Là. Le manga, j'essaye de vous montrer les scènes quand même assez tendres, on va dire, mais il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment atroces. Donc Nakazawa a vécu le rejet toute sa vie, il a vécu beaucoup en solitaire, et quand il a pris la décision de devenir mangaka, il a dit « Moi, mon but en tant que mangaka, c'est de faire un manga qui va dégoûter les gens de la guerre. » Et c'est comme ça que Gen Hiroshima est né. Qui est donc un manga
clairement post-apocalyptique, mais avec ce côté très espoir. C'est beaucoup plus, malgré tout, une fois que le cataclysme est passé, c'est beaucoup plus positif que ce qui se fait à l'heure actuelle, qui est souvent très très sombre. Donc c'est Gen Hiroshima. Alors, on ne pourrait pas parler de post-apocalyptique sans évoquer bien sûr l'attaque des Titans. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'attaque des Titans, je sais que vous la connaissez tous, mais on s'entend que l'attaque des Titans est aussi une histoire post-apocalyptique. Il y a eu une apocalypse qui, en la personne des Titans, qui ont éradiqué l'humanité, et on suit un petit groupe de survivants, les derniers survivants de l'humanité qui se battent contre ces titans pour essayer de retrouver leur humanité, retrouver leur vie d'avant. Donc on est vraiment dans le post-apocalyptique. Alors bien sûr, il va y avoir des thématiques très politiques, comme je disais, hein, ça s'accompagne souvent de critiques de société aussi, donc on est vraiment là-dedans avec l'attaque des titans, avec évidemment beaucoup d'actions, etc. Bon, vous avez probablement tous vu l'animé. Pour ceux qui n'auraient pas lu le manga et seulement écouté l'animé, je vous montre un petit peu les dessins. Les dessins en ont rebuté plus d'un au début. Alors là, on est sur le volume 5, ça avait déjà un peu évolué, mais c'était pas encore ça. Parce que c'est vrai que l'auteur débutait, puis son histoire était juste complètement malade et carrément bien ficelé, mais ses dessins ne suivaient pas. Bon là, il s'est beaucoup amélioré en dessin, je vous rassure. Donc je vous montre un petit peu. Mais par contre, ce côté du dessin très crayonné, vous voyez, c'est un peu, je vais vous montrer plutôt des scènes d'action. Voilà. Comme ici par exemple, un dessin qui paraît presque brouillon, très crayonné, très agressif, et bien ce trait de dessin, je trouve que ça soutient énormément ce que Hajime Isayama veut nous transmettre en fait dans son œuvre. Donc c'est pas quelque chose de dérangeant, même si au début on est un peu choqué par les problèmes de proportion, etc. Voilà un petit peu ce que ça peut donner là, des gros plans à la Isayama. Donc Attaque des Titans, évidemment, c'est du post-apo aussi. Dans un tout autre registre, j'ai Dead Demon Destruction. Alors je vous la refais en vous le montrant. Voilà, c'est Dead Demon Destruction. Le meilleur titre ever. Alors c'est de Inyo Asano, qui est un mangaka qui fait beaucoup de tranches de vie, beaucoup d'autobiographies, mais il va des fois dans la sci-fi, puis souvent c'est de la sci-fi un petit peu à la Black Mirror si vous voulez, avec cette sci-fi, ces mondes futuristes qui sont tellement proches des nôtres qui pourraient comme faire partie de notre monde. On se demande toujours si on est dans la réalité ou dans la fiction. Alors avec Dead Demon, on suit en fait une invasion d'aliens qui s'est un petit peu terminée en statu quo. Les aliens sont là, ils sont menaçants, ils sont flottants dans le ciel, dans leur espèce de vaisseau spatial au-dessus de Tokyo. Et ils sont là, mais ils n'attaquent pas vraiment. Alors les humains ne vont faire que vivre dans la peur des représailles, d'une attaque. Et on va suivre des jeunes qui sont à l'école et qui vivent dans ce monde vraiment un peu spécial. Je trouve que ça représente un petit peu notre vie de cette dernière année. Il n'y a pas forcément énormément de choses terribles qui se passent autour de nous. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles, mais ce n'est pas la majorité de la population. Mais par contre, on vit avec cette espèce de menace qui fait qu'on est un petit peu toujours dans l'attente. On sait jamais de quoi demain sera fait. Et Dead Demon reprend vraiment ce concept-là. Alors ce que j'aime bien avec Inyo Asano, c'est que c'est un auteur qui n'est pas du tout conventionnel. Alors il est capable de nous faire une page complètement vide avec juste une bulle dedans. C'est complètement fou. Ceux qui connaissent l'auteur, vous avez probablement déjà reconnu son style de dessin. C'est vraiment pas du post-apo avec de l'action. C'est très très tranche de vie et très développement psychologique des personnages. Donc moins conseillé à ceux qui aiment plus l'action. Donc voilà. Dead Demon Destruction. Alors là, j'entre dans du post-apo pur et dur, avec action, surtout action en fait. Ça s'appelle Tsugumi Project. C'est un des coups de cœur de l'équipe, honnêtement, depuis que c'est sorti. Le dessin est complètement malade, je vais vous montrer ça. Alors, il y a eu une apocalypse. Il y a eu une apocalypse au Japon, et depuis, hop, attendez, ça je vais vous spoiler si je vous montre ça. Alors depuis, la nature a repris ses droits. Voilà, ça c'est une des premières images du manga. La nature a repris ses droits. Et
on envoie des militaires qui font partie des survivants, on les envoie en fait en mission pour essayer de trouver des survivants, de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de se refaire une vie. Et la plupart d'entre eux reviennent sains et saufs, puis tout se passe bien. Alors quand le manga commence, on va suivre une gang de militaires qui sont dans l'avion et qui s'apprêtent à atterrir à Tokyo pour une mission. On leur explique qu'ils vont devoir aller chercher un objet particulier qui va permettre peut-être de comprendre un peu ce qui s'est passé, une espèce de boîte noire. Sauf qu'au moment d'atterrir, il y a un problème technique dans l'avion et l'avion s'écrase. Il y a très peu de survivants, mais les quelques survivants vont vite s'éparpiller et comprendre qu'ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus de radio, ils n'ont plus vraiment de quoi communiquer avec la base centrale. Je vous montre en même temps les dessins pour que vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de détails, c'est vraiment superbe. Je vais vous montrer des paysages aussi. Alors notre héros va se retrouver un peu tout seul. En fait, quand il se réveille, il est pas mal le dernier réveillé des survivants. Tout le monde a disparu. Et il va se sentir immédiatement en danger. Il va se faire poursuivre par des espèces de créatures masquées. Alors on ne sait pas si c'est des humains, des mutants, on ne sait pas trop ce que c'est. Jusqu'à ce qu'il rencontre cette jeune fille, qui alors elle est clairement une mutante, hein, on s'entend avec ses pattes de poulet, et qui est extrêmement puissante, qui en même temps est capable de communiquer. Il ne sait pas trop ce qu'elle lui veut, mais un peu malgré lui, il va devoir la suivre. Et il va se rendre compte que la mission qu'on lui avait donnée n'était pas du tout comme les autres missions, comme les missions habituelles, que c'était un peu une mission suicide et qu'ils ont été livrés, comme lâchés là, livrés à eux-mêmes à dessein, que l'accident n'était pas vraiment un accident et que cette fille cache des choses qui pourraient bien faire un petit peu changer le cours de l'histoire. Donc vous voyez là les doubles pages comme elles sont complètement malades avec tous les détails. On est vraiment dans le pur action post-apo. Vraiment un gros coup de cœur, super sympa si vous aimez ce genre-là. Allez, j'essaye de vous en montrer une petite dernière. Ça, c'est pas pire. Même si c'est plus calme. Il en faut, hein. Des fois, il faut qu'on se calme un petit peu parce que sinon, on ne sait plus où on met la tête. Je reviens au classique. Alors, un classique très peu connu du post-apo, c'est Survivant. Alors c'est un manga que j'ai lu il y a très longtemps, quand les mangas étaient encore édités dans la forme de toute petite, là, le format B5 minuscule. J'avais lu ça, je me rappelle, à la bibliothèque. J'étais tombée là-dessus par hasard, puis j'étais juste tombée en amour avec la série. Alors, dans cette version un peu plus moderne, les dessins ont été retravaillés, parce que sinon c'était une série qui avait quand même beaucoup vieilli, ça datait des années 70, si je me rappelle bien, ou fin 70, début 80. Là, on a vraiment retravaillé les dessins pour les moderniser. Alors, vous allez voir que le dessin est quasiment ce qui se fait aujourd'hui. Alors, dans Survivant, on suit un gars qui part en randonnée tout seul. Il adore ça, il part dans la montagne, puis voilà. Et puis, il aime la spéléo. Alors, il va aller explorer les grottes. Pendant qu'il explore, il y a un tremblement de terre, mais assez léger. Il ne se rend pas vraiment compte de rien. Et quand il émerge à la surface, il va se rendre compte, comme vous pouvez le voir ici, il va se rendre compte que pendant ce tremblement de terre, il y a eu un tsunami géant et que la montagne sur laquelle il est la seule qui est encore émergée. Donc tout le pays est recouvert d'eau. L'océan a recouvert absolument tout le Japon. En tout cas, aussi, tout ce qu'il peut voir. Voilà ce qu'il aurait dû voir. Voilà, avec le bas de la montagne, la forêt et la mer. Et voilà ce qu'il voit en vrai. La mer à perte de vue. Et là, c'est un garçon qui ne se laisse pas abattre. Hein. Il va se dire, bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis là, je suis tout seul sur la montagne, je risque rien, j'ai plus qu'à apprendre à survivre. Il y a une grosse partie du manga qui va être comment survivre si on est tout seul, perdu dans la forêt. Il va apprendre à chasser, à pêcher, à se faire un abri, parce qu'il va rester là comme 2 ans, genre, sur sa montagne, avant que les eaux redescendent et qu'il puisse s'en aller, puis découvrir ce qui reste du monde, qui n'est pas joli à voir non plus. Il va apprendre à faire des pièges, à trapper, à découper des pots pour se faire une couverte pour l'hiver. Bref, c'est presque un manga de scout là, où on apprend comment survivre tout seul au beau milieu de la forêt. C'est un manga de survivaliste en fait.
Il va lui arriver plein de mésaventures. Ce qui est cool dans la nouvelle version, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'ancienne version, mais comme il était tout seul, bah, il parlait pas, évidemment. Il se parlait pas lui tout seul, sinon ça aurait l'air bizarre. Alors la narration a été faite surtout dans des bulles de texte. Là, en le modernisant, on a quand même mis des bulles, même s'il est tout seul, comme des exclamations, des choses comme ça, fait qu'on peut lire ses pensées également. Fait que c'est un peu plus dynamique que ce qui avait été fait dans la première version. Alors c'est survivant, et puis c'est un manga qui est autant dans l'action que dans l'espèce de guide pratique survivaliste que dans le post-apo. J'adore vraiment ce manga. Je passe sur quelque chose qui est sorti récemment, dont je vous ai parlé au tout début d'année, c'est Girls Last Tour, un manga qui est à peu près dans le post-apo, même si on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé pour en arriver à cette situation. J'ai vraiment adoré Girls Last Tour, c'était une super belle découverte. Alors dans Girls Last Tour, on suit un monde post-apocalyptique qui est recouvert de neige. Et on suit en fait dans ce monde 2 soldates qui semblent être les dernières survivantes et qui errent dans ce monde. Alors c'est un petit peu steampunk sur les bords, dans la manière dont c'est réalisé. Elles ont une espèce de moto vraiment trop cool avec laquelle elles se déplacent. Et elles vont en fait découvrir plein de choses, partir à l'exploration. C'est super smart dans la manière dont c'est fait. Elles ont une relation un peu spéciale où il y en a une qui est illettrée et l'autre qui est passionnée de littérature, qui tient un journal, etc. Fait que, qui la prend un peu pour une imbécile, mais en même temps qui est comme si t'étais pas là, je serais déjà morte parce que voilà, je t'aime par-dessus tout parce que t'es la seule personne à laquelle je tiens et qui tient encore à moi, fait que t'es super importante. Fait qu'il y a cette espèce de relation un peu décalée. Allô Michel, bienvenue. Oui, t'es en retard, mais c'est pas grave, tu pourras le revoir en rediff. Cette espèce de relation avec une qui comprend rien puis l'autre qui est super smart, ben, ça amène des côtés très comiques. Il y a un aspect de découverte de l'univers, mais on voit comme dans un monde post-apocalyptique, mais on n'insiste pas sur le côté tragique ou le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on est tout seul, quel cataclysme, est-ce que c'est une explosion, voilà. Il n'y a pas ce côté-là, il y a vraiment le côté on avance, on est dans le présent, il faut faire avec, puis on va vers le futur. On retourne assez peu sur le passé. Il y a quelques gros plans comme ça, mais assez peu. Vraiment une pure merveille avec un dessin très très naïf, superbe. Girls Last Tour. Et je terminerai ma présentation avec Série. Je vous ai déjà parlé de ce manga. Oups, il est tout shiny, il fait des reflets. Alors oui, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu l'édition, elle est super belle. En fait, la jaquette est transparente. Vous voyez, coucou, vous voyez à travers. On voit notre personnage principal sur la jaquette ici avec, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, là c'est compliqué à voir, mais là où il y a mon doigt, on voit que le personnage a l'air d'avoir un compteur dans le cou avec des chiffres. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et en dessous, on a d'autres dessins. Ce qui fait que les dessins se superposent quand on met la jaquette sur le livre et c'est superbe. Mais j'avoue que c'est un peu compliqué à vous montrer à la caméra. Également des pages couleurs comme ceci, mais pas des dessins en couleur, c'est juste l'édition qui est malade. Alors, dans Série, on suit 2 personnages, 2 survivants d'une apocalypse, dans un monde complètement désert. Ils sont tous les deux, ils sont vraiment tout seuls. Puis il y en a, la fille est un robot et l'homme est un être humain. Et en fait, c'est vraiment un récit de solitude. Après l'apocalypse, on est tout seul. Oui, on est tous les deux, on est les 2 seuls êtres humains, un petit peu comme dans Girls Last Tour finalement. On est les 2 à compter l'un sur l'autre, puis pour juste pas péter une coche parce qu'on est tout seul. Et donc, c'est vraiment un récit de solitude. Ce que j'aime dans le style de dessin, c'est tellement épuré que la solitude transparaît dans ces dessins. En fait, c'est comme... Il y a vraiment une corrélation totale entre le style graphique et le scénario. Encore une fois, c'est vraiment pas un manga d'action. On retrouve un petit peu le feeling qu'on avait dans Eden, mais avec encore plus de solitude. Ce qu'on va se rendre compte rapidement, c'est que la femme étant un robot, son espérance de vie n'est pas du tout la même que celle de l'être humain. Et que donc, il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête de l'être humain
je vais, je vais mourir bientôt parce que je suis un être humain. Et elle, je suis un robot, mais je ressens quand même la solitude et tu vas me laisser toute seule. Ce qui les rejoint beaucoup, c'est les livres. Il y a une bibliothèque, par chance, qui a survécu. Alors, ils passent leur journée dans les livres, à se lire des histoires et à s'évader grâce aux livres. Donc, c'est aussi un super bel hommage à la littérature et aux livres. Euh, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir. Vous allez voir qu'il y a aussi une histoire à la fin qui est un one-shot qui n'a rien à voir avec des pages, du papier de couleur. Et je vous avoue, c'est un livre qui est tellement complexe qu'il m'a fallu 2 à 3 lectures pour arriver vraiment à saisir l'essence du manga, mais c'est vraiment, vraiment un livre magnifique. Par contre, encore une fois, si vous aimez l'action, oubliez série parce que ça va pas vous plaire du tout. Alors voilà, c'était ma dernière recommandation manga. J'avais Wonderland dont je voulais vous parler, qui est une espèce de Alice au pays des merveilles post-apocalyptique que j'adore, mais je l'avais pas en stock, fait que j'ai pas pu vous le montrer. Également, si vous êtes intéressé à connaître plus de choses sur l'apocalypse dans les mangas, le post-apocalyptique, vous avez un titre informatif, c'est un titre universitaire en fait qui s'appelle Apocalypse Manga, qui est écrit par un Français qui s'appelle Pierre Pigot, qui est un historien de l'art. Il a fondé une revue littéraire aussi. Bref, c'est comme il explore en fait la thématique de l'apocalypse dans les mangas, c'est super intéressant, mais accrochez-vous au niveau de la lecture, c'est une publication universitaire. Mais je vous encourage, si vous avez l'occasion, c'est un livre que j'ai pas forcément en stock ici, de toute façon il n'y a pas de dessin à vous montrer, mais vraiment c'est un livre super intéressant. Euh, fait que, vous l'aurez compris après ce qu'on a dit aujourd'hui, ben, le post-apocalyptique, au-delà de l'action, il y a un côté très critique de société, puis c'est un genre qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses finalement. Et c'est surtout un genre qui reflète toutes les peurs les plus ancrées au fin fond du peuple japonais. Donc, ce que je trouve intéressant avec le post-apo, c'est que vous pouvez vraiment découvrir un aspect de la culture japonaise, du peuple japonais, qu'on n'explore pas forcément dans d'autres types de mangas. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Fait que c'est pas mal ça qui conclut mon live de ce soir. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain. En fait, mardi, c'est David qui va être avec vous en live pour une nouvelle thématique. Et entre-temps, vous aurez Simon, s'il va jamais vous parler anglais, qui fait un live en anglais. Fait que merci beaucoup pour votre présence ce soir et à bientôt.